Dans la petite ville de Bel Air, au Marineland, il y a un parc, un très beau parc pour faire des randonnées. En début de soirée, le 5 août 2023, au détour d'un sentier, caché derrière un arbre, un homme retient sa respiration. Il attend. Il espère qu'une femme seule passe. Il se fout qu'elle soit jeune, grande, belle. Il veut juste une proie. Rachel Morin a l'habitude le soir, après le travail, de s'arrêter au parc pour se promener. Cela lui permet de relaxer, d'oublier sa journée, avant de rentrer à la maison pour s'occuper de ses enfants. Le parc n'est pas loin de sa maison et pour elle, c'est un moment de détente. Mais ce soir-là, Rachel Morin, c'est elle la proie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, je traite de l'histoire horrible de Rachel Morin. Parce qu'actuellement, il y a des rebondissements importants dans cette enquête. Rachel a connu une fin atroce. Et très rapidement, cette enquête a pris une ampleur nationale, voire internationale, parce qu'il est hors de question qu'une femme ne puisse pas aller courir ou se promener sans être en sécurité, sans risquer d'être attaquée par un prédateur. Et tout comme le tueur, les policiers vont s'acharner sur cette enquête. Ils ne vont jamais baisser les bras. Ils s'attaquent à lui. Ils savent qu'avec cet homme en liberté, aucune fille, aucune femme dans le pays n'est en sécurité. Et pendant 10 mois, c'est le tueur qui va être traqué. Voilà l'histoire de Rachel Morin, et sans doute d'autres. Cette histoire débute dans le Marineland, un petit état de la côte est américaine. Au nord, il y a la Pennsylvanie, à l'est, l'océan Atlantique. La capitale de cet état, c'est Annapolis. Mais la ville la plus connue, parce qu'elle est la plus peuplée, c'est Baltimore. Le comté de Hartford, là où se passe l'histoire, est très rural. Et la ville de Bel Air n'a que 10 000 habitants. Elle est entourée de prairies et de fermes. Rachel Morin est née le 20 mai 1986 dans le New Hampshire. Mais très rapidement, elle s'installe dans le Marineland. Rachel a 5 enfants de 3 pères différents. Ils ont entre 8 et 18 ans. Avec les 3 pères qui sont donc 3 ex-maris. Tout se passe bien, ils s'entendent très bien, ils ont la garde partagée. Entre eux, il n'y a aucun souci. Ils vivent tous dans la petite ville de Bel Air. Et ces 3 ex-maris la décrivent de la même manière. Rachel était très investie dans l'éducation de ses enfants. Au niveau personnel, Rachel est décrite comme très disciplinée. Elle aimait quand les choses étaient carrées, bien faites. Elle était un brin maniaque. Au fil des années, elle a créé sa propre société de ménage, la East Coast Cleaner. Et elle est très appréciée par ses employeurs. Elle est décrite comme fiable et très sérieuse. Et quant à ses amis, ils disent qu'elle était agréable, marrante, pleine d'énergie. Rachel, avec le temps, apporte une attention particulière à son apparence. Elle court, elle fait du sport en salle, elle a une alimentation très équilibrée, très saine. Et elle ne déroge jamais aux règles. Depuis peu, elle est en couple avec Richard Taubin, qu'elle a rencontré à la salle de sport. Ils se sont mis ensemble, c'est-à-dire qu'il a aménagé chez elle depuis le 1er août 2023. Et selon les amis de Rachel, le couple s'entend très bien. Le 5 août 2023, quand elle a fini sa journée de travail, Rachel rentre chez elle pour se changer. Elle fait une bise à Richard et ses 3 enfants qu'elle a cette journée-là ne sont pas encore rentrés de l'école. Donc elle décide qu'elle va aller courir au parc Ma&Pa. C'est l'abréviation de Marineland et Pennsylvania. Elle veut profiter de la fraîcheur et de la beauté du sentier. Mais vers 20 h, Richard, ne la voyant pas revenir, commence à s'inquiéter. Surtout qu'elle ne répond pas à ses textos, ni quand il l'appelle. Et même ses enfants ont essayé, et elle ne répond pas. Richard embarque les petits dans sa voiture et ils partent vers le parc. Quand ils arrivent sur le parking, il y a bien la voiture de Rachel, mais elle est nulle part. Avec les enfants, il commence à arpenter le sentier. Mais ce parc est immense. Il sait qu'il ne peut pas y arriver tout seul, puis la nuit est tombée. Donc il rentre, il commence à appeler tous ses amis. Et à 23h23, il appelle le bureau du shérif du comté de Hartford pour signaler la disparition de Rachel Morin. Les policiers, de suite, prennent l'affaire au sérieux. Cette mère de famille n'a aucune raison de partir. Ils savent aussi que le parc est extrêmement grand. Ils vont avoir besoin de beaucoup d'effectifs. Dès le 6 août, soit le matin, à l'aube, les policiers déclarent publiquement la disparition de Rachel Morin.
Et très rapidement, une grande partie de la population de Bel-Air rejoint les policiers et les chiens pisteurs à l'entrée du parc. Et tout ce monde débute les recherches. Rachel est un petit bout de femme de 1,57 m. Elle fait 48 kg. Elle porte au moment de sa disparition un petit gilet noir ou bleu, une brassière noire, un legging noir et des sneakers gris. Sa voiture abandonnée sur le parking est remorquée par la police pour être analysée. Et puis, à 13h07, le 6 août, une bénévole, Cécilia, appelle le 911. C'est le numéro qu'ils doivent faire s'ils trouvent quelque chose. Et elle signale qu'elle a retrouvé un corps. Cette personne est décédée. Cécilia est affolée au téléphone, mais elle dit que la personne est allongée sur le dos. Elle est nue et son visage a été massacré. Les policiers remontent dans leur voiture de patrouille pour faire le tour du parc et arriver plus vite sur les lieux. Rachel est retrouvée dans une sorte de tunnel qui en fait est un drain. On est à peu près à 100 mètres du sentier. Quelques heures après, à 19h30, le shérif Jeff Geller tient une conférence de presse où il précise qu'ils n'ont pas encore formellement identifié le corps, mais ils pensent que c'est Rachel Morin. Et de toute manière, les journalistes, eux, n'attendront pas la confirmation. Donc, le shérif Jeff Geller préfère prendre les devants. Et surtout, le shérif a besoin d'aide. Il a besoin de l'aide du public. Il demande à tous s'ils ont des pistes, des informations, et il souhaite une entière collaboration de la ville, mais surtout du comté, de l'État. Dans cette ville de 10 000 habitants, il n'y a pratiquement pas de criminalité. Tout le monde est sous le choc. La vie tranquille, paisible de Bel-Air semble s'être arrêtée. Tout le monde a peur. Il y a un tueur dans la nature. Le corps de Rachel, lui, est amené à Baltimore, où il sera identifié et surtout où il y aura une autopsie. Mais sans attendre, cette enquête est confiée à la section des homicides. Comme c'est une enquête ouverte, les seuls éléments qui seront divulgués à la presse, c'est la cause de la mort. C'est une mort violente. Elle a subi de multiples traumatismes, surtout au niveau de la tête et du visage. Elle a été battue à mort. Il y a aussi des marques de strangulation. Un kit de viol est effectué et il trouve un ADN. Quand l'enquête commence, le premier suspect, c'est le conjoint. Il ne faut pas se cacher que dans les homicides sur les femmes, c'est souvent le conjoint qui est impliqué. Richard Taubin est amené au poste et il a beaucoup de raisons de s'inquiéter parce qu'il a un casier judiciaire long comme le bras. Il a de multiples condamnations pour violence. Son casier judiciaire sera mis en ligne par des internautes anonymes. Richard a été arrêté en 2014 14 fois, surtout pour des violations d'ordonnances de restriction, de protection, aussi pour destruction de biens. Disons que 2014 n'a pas été la plus belle de ces années. Ensuite, il a été arrêté pour possession de drogue. Durant son interrogatoire avec la police, Richard est très coopératif. Il répondra à toutes les questions, il donne son téléphone portable et son ADN sans rechigner. Ce soir-là, de toute manière, il a un alibi. C'est les 3 enfants de Rachel Morin. Très rapidement, après avoir fouillé sa voiture et la maison de Rachel, interrogé aussi les enfants, les policiers enlèvent Richard de la liste de personnes d'intérêt. Mais malgré le fait qu'il soit complètement blanchi de l'enquête, parce qu'après on recevra aussi les résultats de l'ADN, et ce n'est pas lui. Richard subira énormément de diffamation, de violences verbales, de violences aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça de la part de la communauté dans laquelle il vit. Et il ne pourra pas s'empêcher de répondre par texto. Il dira qu'il aime Rachel, qu'il ne lui aurait jamais fait de mal, qu'il faut laisser sa famille à elle et lui faire leur deuil. Il dit aussi que oui, il a un passé, mais depuis plus de 15 mois, il se tient à carreau. C'est un autre homme, il a changé. Et il finit en disant « s'il vous plaît ». Cela ne fera pas baisser la virulence des propos envers Richard Taubin, qui, dans cette histoire, est innocent. Les policiers continuent leur enquête. Ils interrogent tout le monde. Sa famille, ses voisins, ses collègues, le livreur de pizza, le livreur d'Amazon, tout le monde y passe. Mais en 2 semaines, la seule chose que fait la police, c'est d'éliminer les suspects. Ils ne trouvent personne. Jusqu'au 17 août, soit 12 jours après la mort de Rachel. La police de Hartford annonce une conférence de presse. Ils ont quelque chose à dire au public. Ils insistent sur le fait qu'ils n'ont pas arrêté une seule minute de travailler pendant ces 12 jours. Ils ont aussi enquêté sur plus de 300 pistes. Tout ça délivré par des appels téléphoniques ou des emails.
L'ADN qu'ils ont retrouvé sur la scène de crime a été mis dans le CODIS, qui est la même chose que le FNAEG en France. C'est un logiciel de données des profils ADN national américain. Dans le CODIS, il y a toutes les empreintes génétiques de personnes identifiées, c'est-à-dire qui ont été arrêtées. Mais il y a aussi le profil génétique de personnes non identifiées, c'est-à-dire des ADN retrouvés sur des scènes de crime, sur des agressions. Tous ces ADN sont donc centralisés en permanence. L'ADN retrouvé sur la scène de crime de Rachel Morin match avec un ADN retrouvé sur une autre scène de crime, mais assez loin, en Californie, exactement à Los Angeles. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, en mars 2023, donc 5 mois avant. Et le crime de Los Angeles est horrible. C'était un vol avec violence. Et dans cette enquête, il y a un mineur qui est impliqué. C'est pour ça qu'on ne sait pas grand-chose. Mais c'est une femme, une jeune femme avec sa fille de 9 ans, qui était chez elle. Elles habitent dans une petite maison au rez-de-chaussée. Et à un moment donné, un homme est rentré par effraction. Il y a eu beaucoup de violence dans cette maison. Mais le capitaine Kelly Muniz dira qu'il n'y a aucune connotation sexuelle dans cette affaire. Pourtant, il y a des choses qui sont troublantes. L'enquête de Los Angeles est toujours en cours. Le suspect n'a pas été identifié. Donc l'enquête n'a pas encore abouti. Mais ils ont quand même, en Californie, une chose très importante. Ils ont une petite vidéo de l'intrus, de l'agresseur. Quand il a eu fini ses affaires et qu'il est sorti, il a été filmé par la caméra de la sonnette. Il faut imaginer que derrière cette porte qui se referme, il y a une femme, une jeune femme et sa petite fille, qui ont vécu l'horreur et qui sont soulagés que cet individu parte. Ce qui me choque le plus, c'est que l'agresseur sort tranquillement, il est torse nu, il a sa chemise sous le bras. Les charges retenues contre cet individu à Los Angeles sont vol avec violence et agression sur un mineur. Il est mentionné aussi que c'est un hot burglary, c'est-à-dire que l'agresseur, quand il est rentré dans la maison, il savait que les propriétaires étaient dedans. Et ça augmente les charges contre l'individu, contre l'agresseur. Dans cette affaire, l'individu, en partant, a oublié sa casquette. Dans sa casquette, il y avait un cheveu. Le cheveu a matché avec le meurtre de Rachel Morin. Et durant la conférence de presse, le policier décrit l'individu mesurant 1,75 m pour 72 kg. Il a entre 20 et 30 ans. Ses cheveux sont sombres. Il pratique la musculation et il est soit hispanique ou d'origine hispanique. Ce meurtrier agit tout seul. La vidéo que je viens de vous montrer est postée sur tous les réseaux sociaux de la police du Maryland et de la Californie. Ce qui inquiète le plus les policiers, c'est que les faits en Californie se sont passés 5 mois avant. Et surtout, c'est à 4000 km du Maryland. Donc cet individu, pendant 5 mois, a parcouru 4000 km. Il a traversé plus de 10 États. Les policiers soupçonnent le pire. Même s'ils ont une photo du dos de l'individu et son ADN, ils n'ont aucun nom à y rattacher. La police de Los Angeles et du Maryland décide de s'allier. Ils font aussi appel au FBI. Les forces de l'ordre sont très préoccupées parce qu'ils savent que chaque moment de liberté de cet individu est un risque pour la population, surtout la population féminine. Et le shérif Jeff Geller ne s'en cache pas. Il dit « Cet homme a déjà tué et il tuera à nouveau. Il faut l'arrêter, il faut le stopper. » Mais personne n'appelle, personne ne reconnaît cet individu, même pas à Los Angeles. Les forces de l'ordre demandent alors une recherche génétique familiale. Cette procédure est interdite dans le Maryland, mais par contre elle est autorisée en Californie. Et donc grâce à l'ADN d'un parent, d'un frère, mais aussi d'un cousin, voire d'un cousin éloigné, ils peuvent arriver à relier les ADN et donc remonter à la famille pour remonter à l'individu. Une récompense est offerte aussi qui commencera à 10 000 $ et qui montera jusqu'à 35 000 $. Mais personne n'appelle, personne ne reconnaît cet individu du bout à l'autre des États-Unis. Ils ne s'arrêtent pas là. Les policiers font une demande pour avoir un portrait robot issu de l'ADN. Et quand ils l'ont, ils le publient, ils le montrent à tout le monde. Avec la casquette qui a été oubliée en Californie, espérant que quelqu'un qui l'a vu avant l'agression pourrait avertir la police. Mais malgré le composite, rien.
Personne ne l'a vu, personne ne parle. Et le 20 mai 2024, c'est le jour de l'anniversaire de Rachel. Et le shérif Jeff Galler ne peut pas s'empêcher d'appeler la mère de Rachel, Paula, pour lui dire qu'ils savent à qui appartient cet ADN. Ils l'ont identifié. Et il lui fait promettre de ne le dire à personne. Pour l'instant, personne n'est au courant. Dans cette affaire, les policiers du Marineland seront exemplaires avec la famille de Rachel. Ils ne les laisseront jamais tomber et ils communiqueront énormément avec eux. Mais pour l'instant, en mai 2024, il se passe beaucoup de choses. Au laboratoire génétique de Los Angeles, ils ont analysé l'ADN de l'inconnu. Et en utilisant la généalogie génétique, ils trouvent une personne qui correspond dans le codex. Mais l'ADN retrouvé est extrêmement éloigné de l'ADN de l'agresseur. C'est-à-dire qu'ils font partie de la même famille, mais une famille très éloignée. La personne qui est inscrite dans le codex, ils ont son nom, ils savent qui il est, et il vient du Salvador. Le FBI décide alors de partir au Salvador et de rencontrer la famille de l'homme qui est inscrit dans le codex. Il y aura une collaboration très importante entre le FBI et les autorités du Salvador. Et grâce à eux, ils retrouvent la famille. Mais ils apprennent en même temps que cette famille fait partie d'un gang très puissant et très dangereux. Et le prélèvement d'ADN ne se fera pas en douceur. Et de retour sur le territoire américain, quand les analyses sont effectuées, ils ont maintenant les parents directs du tueur. Et maintenant qu'ils ont le nom, ils veulent une chose encore plus importante pour retrouver quelqu'un. C'est son numéro de téléphone. Et à Los Angeles, ils ont gardé en banque tous les téléphones qui se sont connectés avec la tour la plus proche de la maison où il y a eu le vol avec violence. Ce sont des milliers de numéros de téléphone. Mais maintenant, ils peuvent faire le rapprochement. L'identité de l'homme peut être maintenant associée à un numéro de téléphone. Nous sommes en mai 2024 et ce téléphone a été en fonction dans l'État de Virginie. Mais début juin 2024, il apparaît en Oklahoma, plus exactement dans la ville de Tulsa. Les policiers de l'Oklahoma cherchent l'individu, le retrouvent, commencent à l'épier, le mettent en état d'arrestation le 12 juin parce qu'il était en train de rentrer par effraction dans une maison. Ils le relâchent parce qu'ils veulent du temps pour préparer tous les documents. Ils veulent que tout soit fait en règle, que rien ne dépasse, que rien ne soit contesté lors du procès. Mais ils ne le lâchent pas d'une semelle. Et le 15 juin 2024, deux policiers rentrent dans le bar où Victor Antonio Martinez Hernandez commande sa deuxième bière. Et ils le mettent en état d'arrestation. Je peux vous dire que pour lui, c'est fini. Cet homme de 23 ans est arrivé illégalement sur le sol américain en février 2023, soit seulement un mois avant la première agression connue à Los Angeles. Et comme fera remarquer le shérif, Victor Antonio Martinez Hernandez n'est pas venu aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Non, il a fui le Salvador, où il avait une grande carrière de criminel. Il faisait partie d'un gang, il était spécialisé dans la drogue. Mais en janvier 2023, il a été surpris en train de tuer une jeune fille. Et de suite, il est recherché par les autorités. Victor décide de fuir le Salvador. Et quelques jours après, il passait la frontière américaine illégalement par le Mexique, au niveau du Texas, par la ville de El Paso. Il sera transféré de Tulsa vers le Marineland. Et je peux vous dire qu'ils l'attendent de pied ferme. Victor Hernandez est mis en état d'arrestation pour le meurtre au premier degré sur Rachel Morin et aussi agression sexuelle. Et selon la police de Tulsa, il serait sur le territoire américain afin de subvenir aux besoins de sa famille restée au Salvador. Il aurait 3 enfants. Et pourtant, cet homme rentrait illégalement sur le territoire américain, ne travaillait pas et surtout, il voyageait beaucoup. Ce n'est pas un sans-abri. À Tulsa, il vivait dans une petite maison, il avait même un pick-up. Et ça inquiète énormément les forces de l'ordre parce que pour avoir voyagé comme ça, pour avoir un pick-up, une maison, il a dû être aidé par quelqu'un. Et quand ils ont fouillé sa maison, ils ont retrouvé des tickets de bus qui montrent qu'il a voyagé de Californie jusqu'au Marineland
mais il est passé par plusieurs États où il s'est arrêté. Et c'est pour ça aussi que les policiers ne l'ont pas arrêté de suite. Ils voulaient savoir ce qu'il faisait de ses journées. Ils voulaient savoir aussi qui il rencontrait. Parce que à Tulsa, Victor était à l'aise, il était tranquille. Il allait même dans les bars, il ne travaillait pas la journée. Et pourtant, il devait avoir quelques revenus. Les policiers veulent valider leurs soupçons, c'est-à-dire que des membres du gang du Salvador résident déjà sur le territoire américain, qui continuent leur trafic de drogue aux États-Unis et qui se permettent d'aider les fugitifs comme Victor. Pour les forces de l'ordre, derrière cet homme dangereux, il se cache aussi une très grande organisation, encore plus dangereuse. Le 5 août 2023, Rachel Morin s'est retrouvée face à un monstre. Ses enfants ont perdu leur mère. La ville paisible de Bel Air a vécu dans la peur et ça laisse des traces. Le pays tout entier est en colère contre un homme, un immigrant illégal, ce qui revient à dire qu'ils sont en colère contre tous les immigrants illégaux. Et voilà donc comment un homme complètement détraqué, qui n'aime même pas la société dans laquelle il vit, peut influencer l'environnement politique d'un pays. La belle Rachel Morin voit enfin son dossier classé. Mais je pense que beaucoup d'autres affaires irrésolues sont en train de s'ouvrir. Merci à tous d'être encore là. Et même si cette affaire est extrêmement triste, j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Mais surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.